Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Bonsoir. Enquête paranormale vous propose une nouvelle soirée exceptionnelle au cœur de l'étrange. Phénomènes paranormaux, manifestations surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d'objets volants non identifiés, miracles, prophéties. Enquête paranormale revient sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, restent inexpliqués. La découverte du tombeau de Toutankhamon a-t-elle provoqué la mort de 27 personnes? Retour sur une étrange et incroyable malédiction. Beaucoup de ceux qui ont approché le tombeau vont le payer de leur vie. On l'appelle la fille aux 67 exorcismes. Enquête paranormale revient sur le terrifiant cas Annelise Michel, que l'on disait possédée par des forces démoniaques. Ce qu'on entend sur les enregistrements qui ont été présentés au tribunal est tout simplement glaçant, ça fait froid dans le dos. Il a brisé la vie de tous ceux qui ont voulu le posséder. Découvrez l'histoire du diamant Hope, un joyau unique à la sinistre réputation. Toutes les personnes qui vont être propriétaires de ce diamant vont avoir un destin dramatique. Travis Walton a-t-il été enlevé par des extraterrestres? 50 ans après les faits, son cas reste toujours inexpliqué. On est face à un homme qui affirme avoir été enlevé par des extraterrestres et qui va donner des détails hyper précis. En 1985, ce tableau maudit a semé l'effroi dans toute l'Angleterre. Pour quelle raison le garçon qui pleure est-il considéré comme une peinture maléfique? Tous les témoignages concordent. Tous ceux qui ont vu leur maison brûlée possédaient une copie de ce tableau. Décembre 1945, 5 avions de l'armée américaine se volatilisent en plein vol. Retour sur l'étrange disparition de l'escadrille 19 dans le mystérieux triangle des Bermudes. Comment est-ce que sur 5 appareils, 5 avions, toutes les boussoles ne fonctionnaient plus? Le tombeau de Toutankhamon est l'une des plus incroyables découvertes archéologiques de tous les temps. Ce jeune pharaon, mort tragiquement il y a plus de 3000 ans, continue de fasciner. Mais le saviez-vous? Cette tombe serait maudite et sème la mort autour d'elle. Une trentaine de personnes ayant été en contact avec le tombeau du pharaon auraient mystérieusement perdu la vie. Simple coïncidence ou véritable vengeance? Retour sur la terrifiante malédiction de Toutankhamon. Elle reste à ce jour l'une des plus fascinantes découvertes archéologiques de l'histoire. Novembre 1922, un archéologue anglais met la main sur un inestimable trésor, le tombeau du pharaon Toutankhamon. La découverte du tombeau de Toutankhamon est vraiment restée dans l'histoire comme une découverte extraordinaire, mais extrêmement mystérieuse aussi. Howard Carter était loin d'imaginer qu'en ouvrant cette porte, il allait semer le malheur autour de lui. Si près d'un siècle après sa découverte, ce tombeau fascine autant les foules, c'est qu'il serait selon certains porteur d'une terrible malédiction. Beaucoup de ceux qui ont approché le tombeau vont le payer de leur vie. 27 personnes. Et ces 27 personnes-là vont mourir toutes dans des conditions effroyables, mystérieuses, curieuses. Simple coïncidence ou mystérieuse vengeance d'une force surnaturelle? Caernarvon décède et il va se passer une chose incroyable. Au moment précis où il rend son dernier souffle, la ville du Caire va être plongée dans le noir le plus total. C'est la première et dernière fois que cette ville va connaître un tel événement. Retour sur l'étrange et effroyable malédiction du pharaon Toutankhamon. Nous sommes le 4 novembre 1922, au cœur de la vallée des rois en Égypte. Howard Carter, un égyptologue anglais, s'apprête à faire l'une des plus incroyables découvertes archéologiques du XXe siècle. Au moment où Howard Carter espère enfin découvrir le tombeau de Toutankhamon, eh bien tout le monde reste persuadé que dans la vallée des rois, il n'y a plus rien à découvrir. Soit les tombes des pharaons ont tout été pillées,
soit elles sont ailleurs. Et il est persuadé, absolument persuadé, que le tombeau de Toutankhamon est là, sous ses pieds quelque part. Et là, il a une intuition. Il se dit, on ne cherche pas au bon endroit, c'est bien à la vallée des rois, mais c'est dans une parcelle qui n'a pas encore été fouillée. Et il va se mettre à creuser. Après quelques temps, les premières marches d'une tombe pas encore explorée se dégagent. Et ce sera évidemment la tombe de Toutankhamon, les premières marches. Carter va passer une première porte, un long couloir d'environ 7 mètres, une deuxième porte, et là, piou, l'explosion. Et ça va faire un séisme intersidéral, international. Toute la presse en parle, le monde entier va se passionner pour cette tombe de Toutankhamon. On y trouve des bijoux, des statues évidemment, en nombre incroyable. On y trouve un trône d'or, des lits dorés, un masque d'or qui couvre le visage de Toutankhamon. Si le mystérieux tombeau de Toutankhamon n'est désormais plus un secret, sa découverte va se révéler très vite, aussi précieuse qu'inquiétante. Pour quelqu'un comme Howard Carter, la découverte de cette tombe, c'est une chance archéologique. Mais pour beaucoup d'Égyptiens, c'est une profanation. Il plane toujours l'idée qu'il y a peut-être une transgression, un sacrilège à vouloir découvrir et déterrer des morts, des pharaons. On raconte que troubler leur sommeil ou violer leur sépulture, eh bien, ça serait s'exposer à leur vengeance. Dans l'Antiquité, on pensait que c'était l'équivalent de Dieu. Est-ce que Howard Carter connaissait les histoires un peu mystérieuses qui circulaient à ce sujet? Ce qui est certain, c'est qu'après avoir découvert ce tombeau, on va assister à une série d'événements et de morts très mystérieuses. Les ouvriers égyptiens qui accompagnaient Carter lors de l'expédition avaient, dit-on, tenté d'alerter les membres de l'équipe. Ils avaient même dit que le pharaon avait envoyé un signe, mais personne n'a voulu les écouter et surtout personne n'a voulu les prendre au sérieux. En effet, quelques jours avant la découverte du tombeau, un événement aussi mystérieux qu'incroyable va semer l'effroi parmi les ouvriers égyptiens. Peu de temps avant la découverte des premières marches qui allaient conduire au tombeau, le canari, qui était la mascotte en fait du chantier, du nom de Tweety, a été retrouvé mort. Un cobra royal s'est introduit dans la cage et pac, a gobé d'un coup le petit canari. Et là, il y a deux choses qui vont effrayer les membres de l'équipe. La première, c'est qu'il est impossible, voire improbable, de trouver un cobra royal à cette époque de l'année, à cet endroit. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que le cobra royal, dans la tradition égyptienne, c'est quand même l'animal sacré et protecteur du pharaon. Tous les ouvriers, tous les Égyptiens, attention, avertissement. Le pharaon est en train de délivrer un message. Malgré cette inquiétante mise en garde, Howard Carter et Lord Carnarvon, le mécène qui finance les recherches, décident de pénétrer à l'intérieur du mystérieux tombeau. Selon certains, les deux hommes auraient alors fait face à d'étranges inscriptions. Lord Carnarvon et Carter ne sont pas très superstitieux, mais la légende raconte qu'ils vont recevoir des avertissements très clairs. On raconte que sur une statue qui se trouvait à l'entrée de la nécropole se trouvait cette inscription très étrange. Je suis celui qui refoule les voleurs de la tombe grâce aux flammes du désert. Je suis le protecteur du tombeau de Toutankhamon. Deuxième chose, ils tombent sur une petite tablette en terre qui leur dit « Stop, arrêtez-vous là les gars, parce que sinon, Pharaon va se venger ». D'ailleurs, pour la petite histoire, cette tablette, ils l'ont eu entre les mains. Depuis, elle s'est volatilisée, on ne sait toujours pas où elle est. Carter se serait bien gardé d'évoquer clairement ce que signifiaient ces inscriptions auprès des Égyptiens qui étaient présents, parce qu'il avait très peur de les effrayer. Ce dont on est certain, c'est qu'avant Carter, on pense que des pilleurs se seraient infiltrés dans le tombeau parce que les scellés qui fermaient la première porte ont été brisés. Sauf que là, quand ils arrivent sur la deuxième porte, chose curieuse, les scellés sont toujours en place. Ils comprennent que les pilleurs, certainement, se sont arrêtés cette deuxième porte. Ça, c'est très étrange. Parce que des pilleurs, quand ils passent une première porte et qu'ils en sont qu'à la deuxième, je peux vous dire qu'ils y vont et ils mettent main basse sur tout le trésor. Hein. Ça se passe toujours comme ça. Là, pourquoi est-ce que ces gens se sont arrêtés à la deuxième porte? C'est troublant quand même. Qu'on croit ou non à la réalité de ces inscriptions, ce qui va se passer par la suite va donner raison à ceux qui pensent qu'une malédiction est attachée à Toutankhamon. Ce 4 novembre 1922, Lord Carnarvon est le premier à entrer dans la chambre funéraire du pharaon. Coïncidence ou non, il sera aussi la toute première victime de l'étrange malédiction qui protégerait le tombeau de Toutankhamon.
Lord Carnarvon est le premier à entrer dans la chambre funéraire et c'est aussi le premier à figurer sur la liste des victimes de la malédiction. Ça fait 15 ans qu'il attend, qu'il veut aller droit au trésor. Hein. C'est un peu un cow-boy dans cette tombe. C'est-à-dire qu'il se comporte de manière assez respectueuse. Lui, le côté sacré, les gens, le pharaon, tout ça, il s'en moque un peu. Les Égyptiens qui assistent à cette scène sont choqués. Pour eux, l'attitude de Carnarvon s'apparente à un sacrilège. Le comte de Carnarvon a admis par la suite avoir commis une petite erreur. Mais malheureusement pour lui, il est déjà trop tard. En effet, 49 jours seulement après la découverte du tombeau, Lord Carnarvon va mourir dans d'étranges circonstances. Nous sommes le 5 avril 1923 au Caire. Et cette nuit-là, un phénomène pour le moins surnaturel va créer la stupeur dans le monde entier. Le comte de Carnarvon se trouve toujours dans la capitale égyptienne. Il est dans sa chambre de l'hôtel Continental. Et là, sans qu'on ne sache pourquoi, il va être pris d'une fièvre subite. Ça commence par des petits tremblements, ça finit carrément par des soubresauts. Il transpire, il crie, il se met même à délirer. Et dans son délire, il hurle « Toutankhamon, Toutankhamon, Toutankhamon ». Les gens sont saisis, comprennent pas. Au moment du décès de Carnarvon, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a une panne générale d'électricité au Caire. Et on ne sait toujours pas pour quelle raison. Lord Carnarvon ne reverra jamais sa famille. Il meurt d'une pneumonie foudroyante lors du trajet qui le ramène chez lui en Angleterre. Ces deux événements sont tellement auréolés de mystère que tout le monde va évoquer cette histoire de malédiction. Et à 5000 km de là, toujours à cet instant de la mort de Carnarvon, dans son château en Angleterre, l'obscurité totale, pareil, poum, panne d'électricité. Mais ce n'est pas tout. Le chien de Carnarvon, celui qu'il adorait par-dessus tout, meurt au même moment que lui en hurlant sans qu'on ait aucune explication. Cette fameuse nuit du 5 avril 1923 va contribuer à alimenter cette légende maléfique du pharaon. Si cette succession d'événements troublants va semer l'effroi, une autre coïncidence troublante va accréditer la thèse d'une malédiction. Il faut dire aussi qu'il avait eu une piqûre de moustique. Il se serait coupé à cet endroit-là quelques jours plus tôt en se rasant, et c'est ce qui aurait provoqué cette septicémie mortelle qui, comme on le sait, va précéder cette pneumonie foudroyante. Ce qui fait peur, selon Howard Carter lui-même, c'est que Toutankhamon présenterait sur la joue gauche une cicatrice à l'endroit exact où Lord Carnarvon s'est coupé. Ça donne le sentiment que Toutankhamon s'est vengé, et il ne va pas s'arrêter là. Bien au contraire, ce n'est que le début de l'hécatombe. En effet, la mort étrange de Lord Carnarvon est la première d'une longue série. Et très vite, la peur s'empare de tous ceux qui ont approché le tombeau de Toutankhamon. 6 mois après le décès de Carnarvon, eh bien c'est son propre frère qui va subitement devenir aveugle juste après avoir visité le tombeau et qui va mourir quelques temps plus tard d'une maladie inexpliquée. Les plus proches de Carter, qui travaillait avec lui, il y a son assistant et il y a le professeur Lafleur, qui est un archéologue canadien. Ces deux-là, juste après avoir visité la tombe, vont mourir dans des conditions mystérieuses. On peut citer aussi le décès de George Gould, un ancien ami de Carnarvon. Howard Carter l'emmène visiter le tombeau et Gould meurt le jour même d'une fièvre foudroyante. Arthur Mace, un autre archéologue qui était présent aux côtés de Howard Carter lorsqu'il a pénétré dans le tombeau, eh bien en avril 1928, va mourir d'un mal mystérieux et inexpliqué juste après être tombé dans le coma. Archibald Reed est la personne qu'on va mandater pour radiographier la momie. Le gouvernement égyptien voudrait savoir s'il n'y a pas un objet à l'intérieur de la momie. Et quelques temps après l'avoir radiographié, il meurt d'un malaise. Parmi toutes ces morts inexpliquées, un décès va particulièrement marquer tous ceux qui ont approché le tombeau du pharaon. Hugh Evelyn White, l'archéologue chargé d'excaver le corps de la momie, est retrouvé pendu avec à ses côtés un mystérieux message. J'ai succombé à une malédiction qui me force à disparaître. Ce décès va défrayer la chronique. Que l'on croit ou non à cette histoire de malédiction, eh bien tout le monde va se poser la question à savoir, mais qui est le prochain sur la liste? Au total, 27 personnes en lien avec la découverte du tombeau auraient succombé. Alors, comment expliquer ces étranges disparitions? Véritable malédiction ou cause beaucoup moins surnaturelle? Les scientifiques du monde entier ont tenté de répondre à cette question.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces morts? Il y a eu les hypothèses d'arsenic dans les bandelettes de la momie, il y a eu des hypothèses de champignons dans le tombeau, d'air vicié, de poison, etc. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que ce serait un champignon toxique présent dans les offrandes alimentaires qui ont pourri dans le tombeau, qui aurait intoxiqué l'air qu'auraient respiré certaines personnes au contact de la momie. Cette thèse peut expliquer bien des morts, mais pas toutes les morts. Et surtout, pourquoi Howard Carter, qui quand même est la personne qui a passé le plus de temps dans cette tombe, lui n'est absolument pas mort de ça et est mort de sa belle mort des années plus tard. Alors que l'effrayante malédiction de Toutankhamon tombe peu à peu dans l'oubli, 45 ans après la découverte du tombeau, 2 événements pour le moins étranges vont semer le doute et réveiller les inquiétudes. En 1967, la France organise une extraordinaire exposition sur Toutankhamon. Pour que cette exposition ait lieu, les objets ayant appartenu à Toutankhamon doivent quitter l'Égypte pour rejoindre le musée du Petit Palais. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, eh bien, c'est que cette exposition va être entachée d'une nouvelle mort assez étrange. Mohamed Ibrahim, le directeur des antiquités égyptiennes qui venait juste de signer le bon de sortie du trésor de Toutankhamon, est renversé par une voiture et il meurt d'une hémorragie cérébrale. Ce qui est intriguant, encore une fois, c'est que la fracture du crâne que lui occasionne l'accident est similaire en tout point de vue à la fracture du crâne identifiée sur la momie de Toutankhamon. Simple hasard ou étrange coïncidence? 5 ans plus tard, la même tragédie va mystérieusement frapper de la même manière le successeur de Mohamed Ibrahim. 1972, rebelote, cette fois c'est Londres. Londres veut faire une énorme exposition sur Toutankhamon, sur les trésors. Une nouvelle fois, il faut l'autorisation du musée des antiquités d'Égypte pour faire sortir tout ça. C'est le successeur d'Ibrahim Mohamed, qui s'appelle Gamal Merez, qui va signer le bon. Et là, encore une fois, il meurt d'une hémorragie cérébrale. On a beau se dire que toute cette histoire, ce n'est que de la superstition, il y a énormément d'événements incroyables qui, aujourd'hui encore, posent question. En fait, on a du grandiose. On a du grandiose à la fois dans le magnifique, dans toute cette richesse, et on a du grandiose à la fois dans le terrible, dans la terreur et dans la mort qu'a semé cette malédiction. Légende ou non, cette momie intrigue et on continuera pendant longtemps à lui prêter des pouvoirs surnaturels. Cette momie, elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Alors qu'à ce jour, 27 décès suspects ont été dénombrés, en 2019, près d'un siècle après la découverte du tombeau, une nouvelle exposition consacrée à Toutankhamon a été organisée à Paris. Malédiction ou simple légende? Seule certitude, le ministère des Antiquités égyptiennes a cette fois-ci définitivement refusé que la momie, tout comme le mystérieux masque d'or du pharaon, quitte une nouvelle fois le musée du Caire. Allemagne, 1976. Une jeune fille de 23 ans meurt épuisée dans son lit par un calvaire aussi terrifiant qu'inexplicable. Pendant 8 ans, Anneliese Michel aurait livré un terrible combat contre des entités diaboliques ayant pris possession de son corps. Ces terrifiants démons disent s'appeler Lucifer ou même Hitler. Voici l'effroyable histoire d'Anneliese Michel, la jeune fille aux 67 exorcismes. C'est le cas de possession démoniaque le plus retentissant de ces 50 dernières années. Le 30 juillet 1976, après 8 ans d'un terrifiant calvaire, Anneliese Michel, une jeune Allemande de 23 ans, mourait dans des circonstances aussi étranges qu'inexpliquées. Anneliese Michel, d'après ses parents, était possédée par le démon. Les prêtres vont affirmer qu'elle était habitée par 6 entités diaboliques. Néron, Caïn, Judas, Hitler. À quel terrifiant phénomène surnaturel les témoins de l'époque ont-ils été confrontés? Les parents vont témoigner qu'ils ont lutté contre le diable et que ça a été un cauchemar absolu. Ce qu'on entend sur les enregistrements qui ont été présentés au tribunal est tout simplement glaçant, ça fait froid dans le dos. Mal inconnu ou véritable possession démoniaque? Découvrez l'effrayante histoire d'Anneliese Michel, la fille aux 67 exorcismes. Nous sommes en mars 1978,
à Aschaffenburg, en Allemagne. Dans cette petite ville de Bavière, un procès unique dans l'histoire s'ouvre devant la cour d'assises. Anna et Joseph Michel, mais aussi 2 hommes d'église, doivent répondre de l'une des morts les plus étranges qu'ait connue le pays, celle d'Anneliese Michel, une jeune fille de 23 ans. C'est la toute première fois que 2 prêtres se retrouvent dans une cour de justice accusés d'un meurtre. On va accuser vraiment l'Église d'avoir finalement, sous des prétextes assez obscurs, laissé mourir une jeune fille. Elle est morte de malnutrition et de déshydratation. Et ce qu'on leur reproche aux 2 prêtres et aux parents, c'est de ne pas l'avoir emmenée à l'hôpital pour la sauver à temps. Ce procès va faire grand bruit. Ce que vont découvrir les jurés ainsi que le grand public, c'est terrifiant. Ça va faire peur à toute l'Allemagne et ça va dépasser les frontières. Ça va se répandre partout. En effet, ce que vont raconter sous serment les 2 prêtres, tout comme les parents de la jeune fille, va glacer d'effroi le tribunal tout entier. Les parents d'Anneliese Michel, s'ils ont fait appel à l'Église, c'est parce que, selon eux, et seulement selon eux, c'est que la médecine était impuissante pour soigner leur fille. Pour eux, c'était certain. Leur fille était réellement possédée, ils en étaient convaincus. Les prêtres venus aider les parents vont appuyer leur dire. Ils vont être aussi convaincus tous les 2 qu'elle était bien possédée par le démon ou des démons. Anneliese Michel était-elle sous l'emprise de forces diaboliques, comme ses parents et les prêtres l'affirment? Pour prouver leur dire, leurs avocats vont diffuser lors du procès des enregistrements sonores aussi étranges que terrifiants. L'ambiance est terrifiante, le tribunal est transi de peur. On entend quelque chose de presque de bestial. Ça fait froid dans le dos, là. Elle a cette voix caverneuse, vraiment très étrange, alors que cette jeune fille a 23 ans, fait 40 kilos. Il y a une linguiste qui va travailler sur les voix qui sont sur ces cassettes, et elle dira que c'est impossible que ce soit Anneliese Michel, que les cordes vocales qu'elle possède ne peuvent pas se transformer au point d'avoir de tels sons gutturaux. Cette voix prétend qu'elle est à la fois Judas, Caïn, Néron, Hitler, Satan, et tous ces êtres se retrouvent dans son corps. Ce qu'ils vont raconter à la barre, les parents comme les prêtres, c'est un combat contre les forces du mal pour sauver l'âme de leur fille. C'est vraiment leur objectif. Que s'est-il réellement passé durant les 8 années de cauchemar qu'aurait vécu la jeune femme? Les parents et les 2 prêtres vont raconter leur version des faits. Leur histoire glaçante commence en 1967 à Klinkenberg, un petit village allemand situé en Bavière. Anneliese Michel, c'est l'aînée d'une famille de 6 enfants. Les parents ont une scierie à l'entrée du village. Ce sont des gens simples et pieux. Ils sont très croyants. Ses parents ont vraiment l'éducation très religieuse, donc c'est messe tous les dimanches, prière avant les repas, etc. Malgré l'austérité de la famille, elle s'épanouit. C'est une jeune fille normale qui va à l'école, qui a des amis. Anneliese est une fillette normale. Et rien dans son comportement, quand elle est petite, n'indique que plus tard, elle va être la proie de démons pour certains, ou de maladies pour d'autres. En tout cas, rien n'annonce la future Anneliese. En effet, au cours de cet été 1967, Anneliese Michel se plaint d'un mal étrange. Son destin, comme celui de sa famille, va progressivement basculer dans l'horreur. Dans la nuit, elle va vivre quelque chose d'assez terrible pour elle, très éprouvant. Elle va être prise de tremblements, de convulsions. Elle va se retrouver totalement paralysée de la tête aux pieds. La première démarche des parents, elle n'est pas religieuse, là pour le coup, c'est d'aller directement voir la médecine. Et ils vont voir un neurologue, et ce neurologue-là va être très clair, il va dire « votre fille a été prise d'une crise d'épilepsie ». Il lui prescrit donc un médicament contre l'épilepsie, mais le médicament va s'avérer très vite absolument inefficace. Après ce premier diagnostic et cette première intervention médicale, les parents vont commencer à se poser des questions. La jeune fille va très vite confier à ses parents qu'elle souffre d'un mal étrange. Elle leur avoue être la proie de terrifiantes visions.
Annelise Michel va alors raconter à ses parents qu'elle entend des rires démoniaques, qu'elle voit le visage du démon. Elle appelle ces visages démoniaques des Fratzen. Et personne ne sait dans son entourage ce que c'est qu'un Fratzen. Elle va clairement dire qu'elle est harcelée par ces démons-là. Les parents d'Annelise Michel sont totalement désemparés. Ils vont alors confier leur fille au service de psychiatrie de l'hôpital de Francfort. Les parents qui voient leur fille dans une détresse absolue se disent qu'il y a probablement un problème psychologique, donc ils vont faire interner finalement leur fille. Et les psychiatres vont poser un diagnostic sur ce que vit leur fille. Ils vont dire aux parents qu'elle est victime de schizophrénie. Donc là, elle va être assommée de médicaments, assommée, littéralement c'est un légume. Malgré tout, ça n'a pas empêché les crises d'arriver. Après plusieurs mois à l'hôpital, Annelise Michel est autorisée à rentrer chez elle. Mais malgré un traitement médical sévère, la jeune fille va devenir la proie de phénomènes inquiétants qui vont terroriser toute sa famille. Les crises ont augmenté, vont devenir de plus en plus violentes. Annelise Michel, qui jusque-là était toujours décrite par tout le monde comme étant très douce, très calme, va tout d'un coup se mettre à vivre, à avoir des accès de colère inouïs qu'on lui a jamais vus. Elle va jurer, elle va cracher, va se comporter presque comme un animal. Elle va avoir des comportements assez particuliers. Elle boit son urine, elle mange des araignées, ce qui pour certains est la nourriture des démons. Après, elle va commencer tout doucement à cesser de s'alimenter, de boire, parce que ce sont les démons qui lui interdisent. Son corps ne lui appartient plus, quelque part. Elle va s'en prendre, par exemple, systématiquement à tous les objets religieux de la maison. Elle va casser des chapelets, des crucifix, des croix, tout ce qui peut rappeler le Christ et Dieu, elle va le mettre en pièces. Elle avoue maintenant carrément qu'elle est bel et bien possédée par des démons. Quelle est la véritable nature du mal étrange dont souffre la jeune Annelise Michel? Nous sommes en 1973 et après 5 ans d'un inexplicable cauchemar, ses parents, à bout de force, se tournent vers la hiérarchie catholique de leur diocèse. Ils vont alors faire une demande rarissime, que soit pratiqué sur leur fille un exorcisme. Pour eux, il est évident que leur fille est possédée par le diable. Ils vont demander à l'Église de pratiquer une séance d'exorcisme sur Agnès. Le problème, c'est que l'Église va, dans un premier temps, refuser également l'exorcisme parce qu'elle n'est pas dans les critères. Le code, il est simple, c'est pour faire un exorcisme, il faut reconnaître que la personne a une force surhumaine, qu'elle parle une langue morte ou étrangère qu'elle ne pouvait pas connaître, et puis qu'elle détient des informations, pareil, qu'elle ne pouvait pas connaître simplement par sa vie normale. Mais l'état de la jeune fille empire à un point tel que l'Église, 2 ans après, dépêchera tout de même 2 prêtres. Et ce à quoi ces 2 prêtres vont assister, ça va les traumatiser toute leur vie. En 1975, le prêtre catholique Ernst Alt, accompagné du père Arnold Renz, se rend au chevet d'Annelise Michel. Les 2 hommes n'imaginent pas encore l'incroyable situation à laquelle ils vont devoir faire face. Ils vont découvrir une jeune fille attachée à son lit, amaigrie, et Annelise va demander à être détachée. Les prêtres vont enlever les liens sans se douter de ce qui va se passer après, parce qu'elle va leur sauter littéralement dessus, elle va renverser un prêtre, et puis elle va se mettre dessus, elle va uriner sur l'un des prêtres et vociférer avec une voix, mais vraiment d'outre-tombe, des insanités sur les prêtres. On est vraiment face à quelque chose de diabolique. Et elle les insulte avec la voix diabolique qui est celle qu'on entendra plus tard dans les enregistrements au tribunal. Et donc là, force est de constater que les prêtres vont dire « oui, il y a quelque chose qui dépasse le cadre médical ». Après l'inexplicable et terrifiante situation vécue ce jour-là, les pères Ernst Alt et Arnold Renz vont pratiquer sur Annelise Michel 67 rituels d'exorcisme dans des conditions particulièrement effroyables. Il va y avoir 67 exorcismes en 10 mois à peu près, donc à raison de 2 par semaine. Et ces séances, ces 67 séances, elles sont inouïes, elles sont incroyables parce qu'il faut la maîtriser. Cette jeune femme qui ne fait même pas 40 kilos, elle a une force surhumaine et des fois ils s'y mettent à 3 pour pouvoir lui maintenir les mains et les pieds sur le lit. Durant ces exorcismes, on assiste à des scènes hors du commun. Ces séances vont être violentes. Elle va cracher au visage des prêtres, évidemment. Elle va les insulter.
Les séances sont violentes parce qu'il y a cette violence verbale, ces injures qui sont là tout le temps, une odeur de temps à autre, pestilentielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une odeur de pourriture de temps en temps. Son corps, Annelise Michel, sont très, très, très mauvais. Donc en fait, il y a une bête, quoi. Pour eux, il y a une bête. Les prêtres vont affirmer qu'elle était habitée par 6 entités diaboliques. Lucifer, Satan, Caïn, Judas, même jusqu'à Hitler. Donc quand ils entendent ça, ces prêtres, ils se disent « elle est infestée ». Le 30 juin 1976, 8 ans après les premières terrifiantes manifestations, la jeune femme, âgée de 23 ans, sera exorcisée une dernière fois. À bout de force, Annelise Michel s'éteint brutalement durant la nuit, emportant avec elle les mystérieux démons qui la tourmentaient. Annelise, à ce moment-là, elle est au plus mal. Elle tient à une seule chose, c'est que son calvaire cesse. Elle veut mourir. Elle dira même au prêtre qu'elle a eu une vision, celle de la Vierge Marie, qui lui dit « Tu vas mourir en martyr, laisse-toi aller, accepte ton sort, tu vas prouver l'existence des démons, donc l'existence de Dieu. » Ceux qui y croient, ceux qui sont du côté religieux, on va dire, ont vu en Annelise Michel une véritable martyre. Cette histoire pose évidemment beaucoup de questions. C'est une histoire évidemment qui a des accents surnaturels. Il y a encore beaucoup de gens qui considèrent Annelise, et évidemment encore plus dans les années 80-90, mais encore maintenant, qui considèrent que c'est une sainte, que c'est une femme mystique, et qu'elle est morte en martyr, qu'elle a souffert en martyr pour prouver l'existence de Dieu. Annelise Michel était-elle la proie de forces maléfiques, comme beaucoup le prétendent? Cause surnaturelle ou cas psychiatrique inédit? Les autorités alertées par cet étrange décès vont demander à la famille de s'expliquer. Une autopsie est pratiquée sur la jeune femme, et ce que les médecins découvrent, c'est qu'il n'y a absolument rien de surnaturel à sa mort. Elle est morte de malnutrition et de déshydratation. Donc il n'y a aucune intervention maléfique pour les médecins. Ses parents vont devoir répondre de ça. Pourquoi ne l'ont-ils pas envoyée dans un hôpital? Ce qui va étonner le plus les jurés et les juges, ça n'est pas l'explication diabolique, l'exorcisme, c'est qu'elle aurait, selon les médecins, concentré près de 27 maladies neuropsychiatriques. C'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a la schizophrénie, la démence, l'épilepsie, le syndrome de Gilles de la Tourette. Enfin, c'est rare quand même dans les heures de la médecine de cumuler tout cela. Et ça reste le plus gros point d'interrogation de toute cette histoire. Au terme de cet étrange procès, les parents d'Annelise Michel, tout comme les 2 prêtres à la barre, seront reconnus coupables de négligence et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui encore, les proches d'Annelise Michel sont toujours intimement convaincus que la jeune femme était la proie de forces diaboliques. Inhumée dans le petit cimetière de Klinkenberg, la tombe d'Annelise Michel est devenue depuis un lieu de pèlerinage pour les croyants du monde entier. Sans le savoir, vous le connaissez tous, le Hope. C'est ce fameux diamant bleu porté par Kate Winslet dans le film mythique Titanic. Si ce bijou unique au monde fascine autant, c'est qu'il serait maudit. Ce joyau a porté malheur à tous ses propriétaires et a brisé leur vie. Plus étrange encore, des scientifiques ont découvert que ce diamant exceptionnel avait de mystérieuses propriétés. D'où vient-il? Pourquoi plus personne aujourd'hui ne veut le porter? Découvrez la terrifiante et incroyable histoire du diamant Hope, un joyau maléfique. On l'appelle le diamant Hope, et ce joyau unique qui a inspiré le cœur de l'océan, le bijou porté par Kate Winslet dans le film Titanic, exerce depuis plus de 400 ans une véritable fascination. Ce bijou n'est pas un bijou comme les autres. C'est le plus gros diamant bleu existant et il a un destin hors du commun. C'est l'objet le plus visité derrière la Joconde. Si le diamant Hope fascine autant les foules, c'est que son incomparable beauté cacherait en réalité une terrible malédiction. Toutes les personnes qui vont être propriétaires de ce diamant vont avoir un destin dramatique. On ne possède pas ce diamant, c'est lui qui vous possède pour vous anéantir. Comment expliquer la sinistre réputation de ce diamant maudit?
La légende dit que Marie-Antoinette aurait été la dernière à porter ce diamant et quelques jours après, elle l'est guillotinée. C'est la Révolution française. Tous ceux qui l'ont porté ont vu leur destin brisé. C'est un bijou qui fait vraiment peur. Pourquoi cet énigmatique joyau est-il aussi étrange? Ce diamant a des propriétés tout à fait exceptionnelles et surprenantes. Ce diamant reste un mystère. Il possède d'ailleurs des propriétés particulières que la science n'explique pas encore. Nous sommes le 26 avril 1947 à Washington, aux États-Unis. Ce jour-là, le décès d'une certaine Evaline McLean, à l'âge de 61 ans, fait grand bruit dans la presse américaine. Evaline McLean, avec son mari Ned, c'est vraiment à eux deux le prototype du rêve américain. Ils représentent l'American Dream au sens où ils sont beaux, jeunes et surtout milliardaires. Le couple McLean avait tout, la fortune, le pouvoir. Ils étaient à la tête de plusieurs banques. Ils possédaient des chemins de fer et ils possédaient même le Washington Post. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'Evaline McLean est morte seule, presque abandonnée, quasiment ruinée, alors que quelques années plus tôt, elle était l'une des plus grandes fortunes d'Amérique. Comment expliquer la brutale descente aux enfers d'une femme à la tête d'une immense fortune? Très vite, le bruit court que cette tragédie serait le fruit d'une étrange malédiction. Les héritiers d'Evaline McLean se rendent compte que cette immense fortune s'est évaporée. Il ne reste plus rien sauf une collection de bijoux. Parmi ces bijoux, il y en a un qui retient l'attention. Celui qui est le plus gros, le plus lumineux, c'est le bijou Hope. C'est un bijou qui serait l'un des plus beaux du monde, mais également un bijou entouré d'un maléfice. Quand Evaline en fait l'acquisition en 1910, pourtant tout le monde la prévient, ce diamant porte malheur. On savait qu'il y avait une malédiction. Elle va quand même l'acheter. En effet, peu de temps après avoir acheté ce joyau, une série d'étranges malheurs va brutalement s'abattre sur la riche américaine. En l'espace de 10 ans, cette femme à qui tout souriait perd 2 de ses enfants. Son mari la quitte et devient complètement fou. Et le journal dont elle est propriétaire, le Washington Post, fait faillite. C'est cette riche Evaline McLean qui passe de la lumière à l'ombre, de la richesse à la pauvreté, en l'espace d'une dizaine d'années, qui va incarner la malédiction du diamant Hope. Ce diamant bleu, on ne le possède pas. C'est lui qui vous possède. Si ce diamant sème l'effroi autour de lui, c'est que la famille d'Henry Hope, le riche banquier qui lui a légué son nom, a elle aussi été durement frappée par cette prétendue malédiction. Nous sommes à Londres en 1830, et déjà, les plus folles rumeurs courent sur ce mystérieux joyau. Henry Hope, c'est un riche banquier britannique qui incarne la City, le succès des banques britanniques. Et alors, contre toute attente, il va l'acheter auprès d'un obscur petit bijoutier, on ne sait pas du tout qui c'est, d'où il sort. Comment ce bijou aussi spectaculaire, l'un des plus gros du monde, l'un des plus lumineux du monde, se retrouve chez un tout petit bijoutier? Comment peut-il en faire l'acquisition? Certains historiens avancent que le bijou aurait appartenu au roi George IV et qu'à sa mort, la famille royale anglaise s'en serait débarrassée rapidement et discrètement, comme si elle en avait peur. Alors on ignore totalement si le banquier Hope avait conscience que la pierre qu'il venait d'acquérir portait malheur. Seule certitude, il achète le bijou et en quelques années, sa famille est totalement ruinée, comme les McLean. D'où vient ce diamant maudit dont beaucoup prétendent qu'il sème la mort et la désolation? À l'époque, une étrange rumeur se répand sur ses origines. Certaines personnes vont supputer qu'il aurait appartenu à la couronne de France. Et il se murmure cette chose incroyable, le diamant aurait appartenu au roi Louis XIV en personne. Et pour certains, le diamant Hope et le bleu de France ne seraient en fait que la seule et même pierre, le diamant Hope étant une version retaillée du premier diamant qui a été volé après la Révolution française. Ce diamant aurait entraîné la chute de la monarchie française, notamment aurait été possédé évidemment par Louis XVI. Et donc on sait comment l'histoire se termine, Louis XVI est guillotiné, aurait été la propriété de Marie-Antoinette, guillotinée elle aussi.
À peu près tous ceux qui l'ont eu entre les mains à partir du roi Louis XIV ont commencé à avoir des soucis. Le diamant Hope et le bleu de France ne serait-il qu'un seul et même bijou frappé d'une étrange malédiction, comme certains l'affirment? Nous sommes en 2005, et après 200 ans de rumeurs invérifiables, une équipe de scientifiques s'est attachée à lever l'un des nombreux mystères de cet énigmatique bijou. Des experts ont retrouvé le moule en plomb original du bleu de France. Et ils ont fait la comparaison avec le diamant Hope, et la chose incroyable, la rumeur disait vrai. Et ils vont s'apercevoir qu'effectivement, même si le Hope est plus réduit en taille que le bleu de France, eh bien, finalement, l'empreinte est la même. Et c'est le même bijou. On s'est longtemps posé la question de savoir si ce diamant était celui qu'on voyait sur un portrait de Marie-Antoinette de 1775. Eh bien, pour certains, il n'y a plus de doute. Cette troublante découverte confirme pour certains la sinistre réputation qui entoure cet étrange diamant. Lorsque l'on découvre que le diamant Hope est le même que celui que possédait Louis XIV, eh bien tout s'éclaire. Louis XIV, après avoir acheté ce diamant, va voir son règne viré à la catastrophe. Toute sa descendance qui meurt en l'espace de quelques semaines, son fils, son petit-fils, jusqu'à ses arrière-petits-fils qui vont mourir dans des conditions assez étranges. Louis XV, son arrière-petit-fils, lui succède et lui aussi va perdre son fils unique, sans parler du peuple qui finit par le détester. Et enfin, Louis XVI et Marie-Antoinette qui vont finir guillotinés, eh bien tout cela serait le résultat d'une malédiction, celle d'un diamant, le bleu de France. D'où vient ce diamant mystère? La légende raconte qu'il ornait en Inde le front d'une déesse dans un temple sacré et qu'il aurait été en fait dérobé par un prêtre qui l'aurait revendu. C'est un sacrilège, c'est une profanation. Voler un diamant à un dieu, c'est se soumettre à la colère de ce dieu. En tout cas, c'est ce que croient fermement les Indiens et c'est ce que va démontrer la suite de l'histoire. Si l'origine exacte de ce diamant sulfureux reste une énigme, d'étranges phénomènes entourant ce joyau vont intriguer des scientifiques du monde entier. Nous sommes en Afrique du Sud, à la fin des années 60. Les chercheurs sont alors loin d'imaginer l'incroyable découverte qui les attend. Ce diamant passionne bien évidemment les historiens, on comprend pourquoi, mais aussi les scientifiques, parce que là on se pose sérieusement la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces drames? Des chercheurs sud-africains vont, dans les années 60, bombarder le diamant de rayons ultraviolets et ils vont constater d'étranges phénomènes. Et au moment où ils éteignent la lumière, ce diamant émet une lumière rouge, une lueur rouge, rouge sanguine, qui dure plus d'1 minute. Ça dure 1 minute, c'est très long. C'est absolument exceptionnel même. Et ils ont beau répéter l'expérience plusieurs fois, ça dure à chaque fois plus d'1 minute. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ça a été filmé. Ça, les scientifiques ne l'expliquent pas. Aucun phénomène de la sorte n'a été révélé chez aucun autre diamant du monde. Totalement incapables d'expliquer ce phénomène, les chercheurs vont tenter en 2013 de percer une nouvelle fois les secrets bien gardés de ce mystérieux diamant. Et à leur grande surprise, le Hope va leur révéler un autre de ses secrets, lui aussi pour le moins étrange. Les chercheurs vont faire un minuscule prélèvement au laser et vont l'analyser. Ils vont trouver du carbone et un composant qui s'appelle le bore, et c'est ce composant-là qui donne la couleur bleue à la pierre. Mais il y a une matière que les scientifiques ne s'expliquent pas, et donc une partie du mystère du diamant tient aussi à l'échec des scientifiques à véritablement comprendre ce diamant. Il y a dans ce diamant une matière qui est inconnue jusqu'alors. Non seulement on ne sait pas d'où vient ce diamant, mais on ne sait pas non plus de quoi il est fait. Finalement, je crois qu'on n'arrivera jamais à percer véritablement le mystère de ce diamant. On a beaucoup cherché, on a beaucoup trouvé, mais on n'a rien trouvé. Quels étranges secrets cachent ce mystérieux diamant? Seule certitude, depuis la mort d'Evaline McLean, sa dernière propriétaire, plus personne n'a osé porter le diamant Hope, réputé maudit. Un musée de Washington va alors en hériter dans des circonstances très particulières. Après la mort tragique d'Evaline, le diamant est racheté par un bijoutier américain du nom d'Harry Winston qui décide en fait d'en faire don au musée de Washington. Il va avoir une idée saugrenue, c'est d'envoyer ce diamant par la poste. Il le met dans une enveloppe, il l'affranchit pour 152 $ et hop, il le donne au musée. Le cadeau de ce geôlier américain, eh bien, paradoxalement, ne fait pas plaisir aux Américains. Et le président de l'époque, Eisenhower, reçoit des dizaines de lettres d'Américains disant « ce cadeau
cadeau est un cadeau empoisonné. On est en pleine guerre froide avec la Russie. Les Américains se disent, si les États-Unis possèdent ce diamant-là, alors c'est la Troisième Guerre mondiale. À l'époque déjà, ce diamant faisait peur et aujourd'hui, il continue de fasciner. Après 400 ans d'une histoire tourmentée, le mystérieux diamant Hope est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Aujourd'hui, malgré sa sinistre réputation, des millions de personnes se rendent chaque année au Muséum d'histoire naturelle de Washington, fascinés par ce joyau unique, aux propriétés inconnues et toujours inexpliquées. Le Hope est l'objet d'art le plus admiré au monde, après la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. En novembre 1975, Travis Walton, un jeune bûcheron, disparaissait mystérieusement après avoir aperçu, avec 6 autres de ses collègues, un étrange objet volant non identifié au cœur d'une forêt de l'Arizona. Retrouvé en état de choc 5 jours plus tard, l'homme raconte aux policiers avoir été enlevé par des extraterrestres. Supercherie ou véritable enlèvement? Retour sur cette incroyable histoire qui inspira 20 ans plus tard le cinéma hollywoodien. En novembre 1975, en Arizona, des bûcherons du service des forêts allaient être les témoins de l'un des cas d'enlèvement les plus mystérieux de ces 50 dernières années. Ce cas d'enlèvement par des extraterrestres va faire le tour du monde. Ce cas reste unique dans l'histoire. 50 ans après les faits, l'énigme reste totale. Travis Walton, 22 ans, est frappé par une étrange lumière bleue avant de disparaître plusieurs jours durant. Ses collègues racontent avoir été suivis par un objet volant non identifié. Ils reviennent pour lui porter secours, mais chose curieuse, il n'y a aucune trace de lui. Que s'est-il réellement passé ce soir-là, au cœur de la forêt d'Apache Sitgreaves, en Arizona? Travis Walton et ses collègues ont-ils dit toute la vérité? On est face à un homme qui affirme avoir été enlevé par des extraterrestres et qui va donner des détails hyper précis. Tous les témoins vont passer au détecteur de mensonges. Non seulement ils vont tous réussir le test, mais 45 ans après, personne n'a changé de version. Voici la terrifiante histoire de Travis Walton, l'homme qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres. Nous sommes le samedi 5 novembre 1975, non loin de Snowflake, en Arizona. Il est presque 18 heures. 7 bûcherons du service des forêts américains rentrent de leur journée de travail. Ces hommes sont loin d'imaginer que sur cette route déserte va se produire un événement inexplicable qui va les marquer à tout jamais. On est en novembre, le soleil a déjà commencé à se coucher. Ce soir-là, dans le pick-up, il y a 7 bûcherons emmenés par le chef d'équipe, Mike Rogers. Et parmi les 7 bûcherons, il y a un certain Travis Walton. Ils sont tous bien réveillés, bien alertes, et ils prennent la route. Puis ils commencent à rouler, et là, tout à coup, sur leur droite, à travers les arbres, ils aperçoivent une lueur, une lumière intense. Leur première action est de se dire que ça pourrait être la Lune. Seulement, la Lune se trouve sur leur gauche. La lumière est à droite, donc ils décident d'aller jeter un œil, s'assurer que ce n'est pas un incendie ou quelque chose de ce genre-là. Ils vont se garer dans une clairière où la vue est dégagée, et là, ils vont assister à un spectacle incroyable. D'où vient cette étrange lumière? Intrigués, les 7 bûcherons vont alors être les témoins d'un phénomène totalement incompréhensible. Face à eux, à environ 30 mètres, ils aperçoivent une espèce d'objet métallique qui flotte comme ça à 5 mètres du sol. Les bûcherons n'en croient pas leurs yeux. La fameuse lumière qu'ils avaient repérée quelques instants plus tôt provient en fait d'une espèce de soucoupe volante. On a cette lumière stationnaire, il n'y avait pas de doute pour eux. C'était vraiment comme dans un film. Alors que tous sont paralysés par la peur, Travis Walton, l'un des bûcherons, va adopter un comportement aussi étrange qu'inexplicable. Toute l'équipe est interloquée, il y a un sentiment de peur qui prédomine à bord de la fourgonnette, sauf un, Travis Walton. Lui, il est poussé par sa curiosité, il sort de la camionnette et il décide de se rapprocher un petit peu de cet objet volant. Il s'approche comme ça, près de la lumière, et ça sous le regard de ses compagnons de travail qui sont complètement ahuris. Il était comme hypnotisé, tout le monde était mort de peur sauf lui. Alors que Travis Walton semble comme irrésistiblement attiré par ce mystérieux objet volant, ses collègues, encore sous le choc,
témoigneront plus tard avoir assisté à une scène effroyable. Ce que l'équipe de Bûcheron a raconté est vraiment digne d'un film de science-fiction. C'est glaçant. Quand Walton s'approche de cette soucoupe volante, elle commence à émettre des bruits stridents. Et brutalement, Walton est frappé par une lumière bleue comme un éclair. Et il se retrouve à flotter en dessous de l'appareil, entre le sol et l'appareil, presque dans une position christique. Et tout d'un coup, il est reprojeté sur le sol. Les bûcherons qui observent la scène depuis le pick-up, ils sont tétanisés, ils sont terrifiés. Ils sont en train d'assister à un événement hors norme qui leur glace le sang. Terrifiés par l'incroyable scène à laquelle ils viennent d'assister, Mike Rogers et les 5 autres hommes décident de prendre la fuite. C'est alors que cette effrayante soirée va prendre une tournure totalement surnaturelle. En fait, à ce moment-là, ils pensent qu'à une seule chose, c'est sauver leur peau. Au cours de leur fuite, ils s'aperçoivent que l'objet les suit pendant un moment, puis disparaît. Et à ce moment-là, ils décident de retourner sur place en se disant finalement, l'OVNI a disparu, on est tous là, on va bien, on va retourner sur place et on va récupérer Travis. Et quand ils reviennent, Travis Walton a disparu. À quel étrange phénomène ces hommes ont-ils fait face dans la forêt d'Apache Sitgreaves? Pour quelle raison Travis Walton a-t-il disparu? De retour en ville, Mike Rogers s'empresse d'alerter les autorités. C'est le shérif Marlin Gillespie qui recueille leurs témoignages. Il les voit débarquer et il voit des personnes en état de choc, qui parlent tous en même temps. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Comme bon nombre d'observateurs de phénomènes ovnis ou paranormaux, la première question qu'on se pose, c'est si je raconte tout ça, on va me prendre pour un fou. Mais très rapidement, ils décident quand même de poser un témoignage de ce qu'ils ont vu et vécu. Le premier réflexe du shérif, c'est d'ordonner une fouille de la camionnette des bûcherons pour trouver d'éventuels alcool et substances hallucinogènes. La police, évidemment, ne croit pas à tout ce qu'il raconte, parce que c'est complètement fou. Mais il y a quand même un point bizarre, c'est qu'il manque quand même un bûcheron. Il manque Travis Walton. Au lendemain de l'étrange disparition de Travis Walton, la police du comté de Navarro décide de procéder à des recherches poussées dans la forêt d'Apache Sitgreaves. Les policiers vont alors faire une troublante découverte. Dès l'annonce de la disparition de Travis Walton, une opération de search and rescue est organisée. Des dizaines, des centaines d'hommes fouillent la zone, fouillent les bois de Sitgreaves en espérant retrouver Travis Walton. Malheureusement, on ne trouve aucune trace de lui. Le shérif Gillespie commence à douter et il se dit, mais finalement, si ces hommes disaient la vérité? Cette histoire de soucoupe volante a beau paraître complètement irrationnelle, la police ne veut rien laisser au hasard. Ils vont passer une partie de la forêt au détecteur de radioactivité. Il n'y avait rien de significatif en termes de radioactivité sur place, il n'y avait rien de spécial. Par contre, quand on a demandé à l'équipe de ramener les vêtements qu'ils avaient ce jour-là pour vérifier s'il y avait de la radioactivité sur les vêtements, eh bien, il y en avait. Si cette étrange découverte semble accréditer l'incroyable thèse de la présence d'un engin extraterrestre, en ville, une rumeur beaucoup moins surnaturelle se répand. On n'a pas retrouvé Travis Walton, les hélicoptères l'ont pas retrouvé, les chiens n'ont pas réussi à pister la route de Travis Walton. Il n'y a absolument rien, ça doit être un meurtre et il a été enterré quelque part. La question que ce shérif se pose, c'est pourquoi un tel scénario? Que masque-t-il? Tous les regards se tournent vers Mike Rogers et son équipe. Les coupables, en fait, ce seraient eux. On prétend que Mike Rogers ne pouvait pas honorer ses contrats et qu'en droit américain, seul un cas de force majeure lui permettait de s'en tirer sans risque de procès. Donc en fait, ça pourrait être une simple histoire d'argent. La police s'interroge, parce que si les 6 bûcherons ont menti, ce sont des sacrés bons comédiens. Et puis, ça n'explique pas toutes ces traces de radiation sur leurs vêtements. Véritable disparition ou meurtre prémédité? Alors que de nombreuses questions restent sans réponse, le shérif Marlin Gillespie prend une décision radicale. Il décide de soumettre les 6 hommes au détecteur de mensonges. Donc là, on est bloqué entre 2 hypothèses, une complètement farfelue et une la plus logique, la plus raisonnable. Le shérif veut en avoir le cœur net et il demande de l'aide à Cy Gilson,
qui est un des meilleurs spécialistes en détecteur de mensonges. Sur les 6 bûcherons, il y en a 5 qui acceptent de passer au détecteur de mensonges. Il y en a un d'entre eux qui n'a pas envie de subir cette méthode d'interrogatoire. Que 5 d'entre eux acceptent, c'est quand même le signe qu'ils disent peut-être la vérité, hein, mais la suite de l'histoire est encore plus étrange. En effet, alors que les 5 hommes soumis au détecteur de mensonges réussissent parfaitement le test, l'affaire de la disparition de Travis Walton va connaître un incroyable rebondissement. Là, on est 5 jours plus tard. Les recherches ont duré 4 jours. Au 5e jour, on ne recherche plus Travis Walton. Et là, le beau-frère reçoit un appel aux alentours de minuit, le 10 novembre. Il décroche. Et là, il comprend pas tout de suite qui il a au bout du fil. D'ailleurs, le discours est un petit peu compliqué. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et finalement, il se rend compte qu'il a Travis Walton, son beau-frère, au téléphone, qui est revenu 5 jours et 6 heures après avoir disparu. Son beau-frère et son frère viennent le chercher. Travis Walton est prostré, en état de choc, amaigri, déshydraté. On peut dire qu'il est vraiment dans un sale état. Walton, il est persuadé qu'il a disparu que quelques heures. Vous imaginez sa tête quand il apprend que toute la ville le cherche depuis 5 jours? Il a perdu toute notion du temps. Qu'est-il arrivé à Travis Walton durant cette mystérieuse disparition? Entendu par le shérif Gillespie, l'homme va alors donner sa version des faits. Une histoire incroyable qui, 40 ans plus tard, soulève encore de nombreuses questions. Travis Walton raconte que le soir du 5 novembre, il raconte qu'il a été kidnappé par des extraterrestres. Et Travis va commencer à raconter une histoire incroyable, une histoire hyper flippante. Walton raconte qu'après avoir chuté, il s'est retrouvé complètement sonné sur une table surélevée, entouré par 3 créatures qui mesuraient 1,50 m de hauteur, vêtues de combinaisons orange, avec des têtes ressemblant à des fœtus. Comme il est dans un état d'hystérie, il arrive à faire fuir ces entités, à changer de pièce, pour se retrouver dans une seconde où là, il voit une salle vide avec un fauteuil au milieu. Sur ce fauteuil, il y a des commandes, il y a un levier. Il essaye d'en actionner certains, espérant pouvoir sortir de l'endroit où il se trouve. Mais là, il sent quelqu'un, une ombre en fait, l'ombre d'une personne dans cette pièce-là, derrière lui. Il se retourne. Et là, il voit un être humain habillé en costume bleu. À partir de là, sa mémoire se trouble. Il dit que quelqu'un ou quelque chose lui pose un masque sur le visage et il perd connaissance. Il ne se réveillera que 5 jours plus tard, sur la route abandonnée où on l'a trouvé. Canular monté de toutes pièces ou véritable rencontre avec une intelligence extraterrestre? Que s'est-il réellement passé en novembre 1975 dans la petite clairière de Snowflake, en Arizona? Certains affirment que Travis Walton et ses collègues ont tout inventé, qu'il s'agirait que d'une supercherie, mais il existe quand même des éléments troublants. Walton a été examiné par un médecin et il a constaté qu'il était effectivement dans un état de déshydratation et de malnutrition assez sévère. Si Travis Walton est resté planqué pendant 5 jours quelque part, c'est étonnant qu'il n'ait ni bu ni mangé. En l'examinant, le médecin réalise qu'en fait Travis Walton a une espèce de petit point rouge sur le creux du coude, comme si on lui avait fait une injection. Ce qui est assez troublant, c'est que Walton ne fuit pas les tests, bien au contraire. Il affirme à tout le monde que cette histoire est vraie. Il va se soumettre au fameux test polygraphique, il va participer à une séance d'hypnose et il acceptera même des tests sanguins. Et tout ceci amène à une seule conclusion, c'est que Travis Walton est un témoin tout à fait crédible. Il faut se rendre compte de l'évidence, apparemment, il dit vraiment la vérité. C'est hyper perturbant. Là, sincèrement, ce cas-là de Travis Walton, c'est un des cas les plus forts. Ça laisse supposer que d'une, nous ne sommes pas seuls, que de deux, ces entités se permettent de faire des expériences sur nous, du moins de prélever certains échantillons de la population terrestre à des fins d'études. Non seulement il y a une vie exogène, mais apparemment, elle est déjà chez nous. En 1993, Allen Delis, le seul des 6 hommes à n'être jamais passé au détecteur de mensonges, a accepté de se soumettre au test. Les résultats obtenus se sont révélés conformes aux autres témoignages. Aujourd'hui, profondément marqués par ces événements, les 6 collègues de Travis Walton ont préféré s'isoler et changer de vie. Quant à Travis Walton, il donne des conférences à travers le monde pour témoigner de son incroyable histoire. Plus étrange encore, 45 ans après cette mystérieuse rencontre extraterrestre, Travis Walton et ses 6 collègues n'ont jamais changé d'un iota leur version des faits. En 1985,
une série d'incendies mystérieux sème la panique dans toute l'Angleterre. À l'origine de ces drames, un tableau maudit, reproduit à plusieurs milliers d'exemplaires et doté, dit-on, d'étranges pouvoirs surnaturels. On appelle ce tableau « Le garçon qui pleure ». Et aussi beau soit-il, il a pourtant fait brûler toute l'Angleterre. En septembre 1985, une étrange et inexplicable série d'incendies allait semer l'effroi dans toute l'Angleterre. Tout ce que raconte le capitaine des pompiers est glaçant. Il raconte une 50aine de cas où des maisons brûlent et à chaque fois, il ne reste qu'un seul objet qui est intact. Tous les témoignages concordent. Tous ceux qui ont vu leur maison brûler possédaient une copie de ce tableau. Pour quelles raisons les nombreuses reproductions du garçon qui pleure sont-elles toujours considérées comme maléfiques? Ce qu'on raconte à propos de ce tableau est glaçant. Le garçon peint sur la toile serait porteur d'une malédiction. Pour beaucoup, il ne fait aucun doute que ce tableau est hanté. Quel étrange secret dissimule cette toile qui, pour beaucoup, reste une véritable énigme? Le tableau, à chaque fois, reste intact. On n'arrive pas à le brûler. Selon la légende, le peintre aurait fait en fait un pacte avec le diable. Retour sur l'incroyable et terrifiante histoire du garçon qui pleure, le tableau maléfique qui a effrayé l'Angleterre. Nous sommes le 4 septembre 1985. Et ce jour-là, les Anglais découvrent dans les colonnes du célèbre quotidien The Sun un article apparemment anodin, mais qui pourtant va créer un véritable vent de panique dans toute l'Angleterre. Le Sun, c'est un journal populaire anglais très populaire. Il est en confrontation directe avec le Daily Mirror. En fait, c'est à celui qui sera le plus sensationnel. Le Sun va parler d'un incendie qui a lieu dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire. Un couple voit leur maison incendiée totalement. Les pompiers qui vont arriver vont éteindre l'incendie, mais vont avoir un sursaut d'interrogation. En effet, après ce terrible incendie, les propriétaires de la maison, Ron et May Hall, vont être autorisés par les pompiers à faire le tour de leur maison totalement dévastée. Ils vont alors y faire une étrange découverte. Une fois qu'ils ont éteint le feu, ils ont demandé au couple d'aller faire un petit tour sur place et de récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer. Seulement, rien n'avait survécu aux flammes. Tout est carbonisé, tout est brûlé, sauf une chose. Ils avancent tout doucement et là, ils arrivent vers un restant de mur sur lequel est encore accroché un tableau. Ils sont vraiment assez stupéfaits de voir que le tableau n'a absolument rien. Quand on est face à un incendie de ce degré-là, on se dit que tout a brûlé. Le feu ne choisit jamais ses victimes. Tout a cramé, sauf ce tableau. Donc ça, c'est assez troublant pour les pompiers. Si l'incroyable découverte de ce tableau curieusement intact reste un mystère, l'étrange témoignage de l'un des pompiers venu éteindre l'incendie va semer l'effroi à travers tout le pays. Un pompier, Alan Wilkinson, va vraiment lancer l'affaire. Parce que lui va dire que c'est pas la première fois que ce tableau est retrouvé intact dans un incendie. Il est intervenu sur une 50aine de cas similaires depuis 1973. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la maison est totalement ravagée par les flammes. Il y a un seul objet intact. C'est toujours le même tableau. Le tableau de l'enfant qui pleure. C'est exactement celui que possédait justement la famille Hall. Cet article fait peur et il va faire peur à toute l'Angleterre. Et la plupart des gens en Angleterre possèdent une reproduction de ce tableau de l'enfant qui pleure. Au soir du 4 septembre 1985, après la parution de ce curieux témoignage, la rédaction du Sun va recevoir plusieurs milliers d'appels, dont le contenu est aussi étrange que glaçant. Il y a eu énormément de personnes qui ont écrit au Sun pour leur expliquer leur propre histoire et qu'eux aussi avaient ce tableau chez eux peu de temps avant qu'il y ait eu un incendie. Nous aussi, on a le tableau et on a aussi une malédiction. On a quelque part des débuts d'incendie. On a aussi des choses bizarres, ma mère s'est cassé une jambe ou de ce genre de choses. Pour eux, le tableau est maudit. Alors que par prudence, de nombreux propriétaires décident de se débarrasser purement et simplement de cet inquiétant tableau, plusieurs d'entre eux révèlent avoir assisté à un phénomène aussi étrange qu'inexplicable.
Il y a une véritable psychose, parce que les gens vont se dire, mais nous aussi on a ce tableau, il faut absolument s'en débarrasser, il porterait malheur. Et donc, tous ceux qui ont ce tableau entre les mains, chez eux, décident de le prendre et de le brûler, de le faire disparaître. Et là, ils se rendent compte d'une chose incroyable, c'est qu'ils ont beau tout essayer, le feu ne prend pas sur le tableau. Il y a des tests qui ont été effectués sur ce tableau. En fait, l'encadrement de ce tableau est traité avec un vernis qui est quasi incombustible, en fait. Ce qui va susciter aussi l'interrogation, c'est est-ce que c'est pas le tableau qui provoque l'incendie? D'où vient ce mystérieux tableau semant les flammes et la désolation chez ces malheureux propriétaires? Alors que tout le monde s'interroge, les journalistes vont faire d'étonnantes révélations. Et là, on va trouver un peintre qui est né en 1911 du côté de Venise, c'est Bruno Amadio, qui est un peintre qui n'a pas beaucoup de succès. Bruno Amadio, c'est un peintre classique. Il n'était pas vraiment connu ni reconnu. Sauf que la légende raconte qu'en fait, il aurait fait un pacte avec le diable pour avoir de la notoriété. Et ça aurait marché. Et d'ailleurs, juste après, les tableaux de cet enfant qui pleure vont partir mais comme des petits pains. Tout le monde va vouloir s'en procurer. D'ailleurs, il y en a 50 000 exemplaires qui ont été vendus dans cette période-là. On dit que, étant donné qu'il a passé un pacte avec le diable, il y a un prix à payer et que tous ces tableaux vont être maudits. Alors que toute l'Angleterre se passionne pour cette étrange histoire, une autre rumeur se répand. Une malédiction serait liée à l'un des enfants représentés sur ces mystérieux tableaux. Les journalistes vont fouiller et essayer de trouver la vérité sur ce qui se cache derrière ce tableau, et notamment cet enfant. Qui est-il? Bruno Amadio va quitter l'Italie pour aller voir si le soleil brille un peu plus ailleurs. Il va aller en Espagne, il va atterrir du côté de Madrid. Il est question en fait d'un prêtre qui donc avait une sorte d'orphelinat. Et Bruno Amadio va se rendre dans cet orphelinat, inspiré par ces gamins qui vraiment, évidemment, sont extrêmement tristes. Et il va être apitoyé. Et c'est là qu'il va rencontrer un jeune garçon au visage et au physique assez particulier. Selon les journalistes anglais, l'un des enfants ayant servi de modèle se prénommerait Don Bonillo, un orphelin porteur d'une terrible et étrange malédiction. Le prêtre aurait dit, juste avant de laisser l'enfant à la garde de Bruno Amadio, il lui aurait dit « Attention, parce qu'il y a une sorte de malédiction autour de cet enfant ». C'est un orphelin, il est muet, il a vécu un drame, puisqu'il a vu périr ses parents dans l'incendie de leur maison. Et suite à ça, le village dans lequel il est va le rejeter, va le mépriser. On raconte que partout où il passe, il déclenche des incendies mystérieux. Cet enfant, dans cet endroit-là, était surnommé El Diablo. Tout le monde le connaissait sous ce nom-là. Malgré tout, il va être attendri par ce garçon et par son visage qui porte toute la tristesse du monde. Légende infondée ou véritable malédiction? Un étrange fait divers, survenu au cours de l'année 1976, va définitivement asseoir la réputation maléfique de ces mystérieux tableaux. Malgré tout, il y a toujours un peu de nuages quand il y a le soleil, et à un moment donné, les relations entre Bruno Amadio et Don Bonillo vont s'assombrir. Un jour, en rentrant chez lui, il voit son atelier en flammes et va accuser le jeune garçon. Et il va le chasser. Et on n'a plus jamais entendu parler de cet enfant. L'histoire pourrait s'arrêter là, sauf qu'en 1976, exactement, un jeune homme qui a 19 ans, à l'époque, va se tuer dans un accident de la route à côté de Barcelone. Sa voiture va être entièrement ravagée par les flammes. Il ne restera plus rien, sauf une chose. Une chose qui se trouve dans la boîte à gants, c'est le permis du jeune homme. Et ce jeune homme, c'était Don Bonillo. La mort de ce jeune garçon par une boule de feu qui a entouré sa voiture, finalement coïncide avec toute l'étrangeté de cette histoire qui a suivi ce tableau. Au final, la malédiction, il la portait en lui depuis tout petit. Bruno Amadio, l'énigmatique peintre de ces tableaux maudits, s'est éteint à son tour en 1981. Emportant avec lui l'étrange secret de l'enfant qui pleure, cet orphelin à la légende noire. Plus de 30 ans après, alors que la mystérieuse série d'incendies qui a effrayé l'Angleterre a fini par tomber dans l'oubli, beaucoup considèrent toujours ces peintures comme maléfiques. Et la rumeur fait état de nouveaux cas d'incendie survenus récemment. En 1977, un tout jeune réalisateur du nom de Steven Spielberg faisait frissonner le monde entier avec Rencontre du troisième type.
Cette histoire d'intelligence extraterrestre entrant en contact avec nous démarre avec une scène étrange. La découverte en plein désert de 5 bombardiers américains disparus en 1945 et appartenant à l'escadrille 19. Mais le saviez-vous, cette escadrille a réellement existé et sa disparition inexpliquée au-dessus du sinistre triangle des Bermudes reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation américaine. Elle reste à ce jour l'une des affaires les plus énigmatiques de l'histoire de l'aviation. Décembre 1945, 5 bombardiers de l'US Navy décollent de Fort Lauderdale en Floride pour un entraînement au large des côtes américaines. On l'appelle le vol 19. Il va disparaître sans explication. On n'a jamais retrouvé rien, aucun débris, aucun avion, rien. On ne sait pas où sont passés ces avions. Ils se sont volatilisés. Quelle est la probabilité pour que 5 avions et un énorme hydravion disparaissent en même temps et pratiquement au même endroit? Mais pour beaucoup, le responsable de cette étrange disparition a un nom, le triangle des Bermudes, l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Cette région a une réputation très sinistre. On y a recensé un nombre très élevé de disparitions de bateaux et d'avions. Comment est-ce que sur 5 appareils, 5 avions, toutes les boussoles ne fonctionnaient plus? Quelle est la part de vérité de la légende? Encore aujourd'hui, nul ne le sait. À quels étranges phénomènes les pilotes du vol 19 ont-ils été confrontés? Ce qu'on a découvert au large des îles Bimini pose question. Encore aujourd'hui, certains membres de la famille de ces pilotes disparus pensent que l'US Air Force cache quelque chose. 74 ans après les faits, retour sur l'inexplicable disparition du vol 19 dans le mystérieux triangle maudit. Nous sommes le 5 décembre 1945 sur la base aérienne de Fort Lauderdale en Floride. Le commandant Charles Taylor s'apprête à décoller avec 14 autres pilotes américains pour un exercice d'entraînement au large. Tous l'ignorent, mais dans quelques heures, tous ces hommes ainsi que leurs 5 avions bombardiers disparaîtront mystérieusement, sans laisser aucune trace. Le chef d'escadrille s'appelle Charles Taylor. Il a 28 ans, il est originaire de Corpus Christi au Texas. C'est un pilote qui est présenté comme très aguerri. Et ce jour-là, l'exercice est simple. Il s'agit de voler, de larguer des torpilles au-dessus de la mer et de revenir à la base. Le jour où il décolle, c'est magnifique. Il fait beau, il n'y a pas de vent. Toutes les conditions sont réunies pour que cet exercice, qui doit durer 2 heures, se déroule sans problème. Pourtant, alors que rien ne laissait présager le pire, 1 heure après le décollage du vol 19, la tour de contrôle de Fort Lauderdale reçoit un étrange message radio. La tour de contrôle reçoit un message du lieutenant Charles Taylor qui est complètement affolé parce qu'en fait ses instruments ne répondent plus. Ils ont 2 compas sur ces avions-là. Le premier s'affole, le deuxième s'affole. Et il commence à dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mes 2 boussoles sont hors service. J'essaie de retrouver Fort Lauderdale. Je survole des terres. Je pense être au-dessus de Florida Keys. Mais je ne sais pas à quelle hauteur. Je ne sais pas comment rejoindre la base. On a 5 avions torpilleurs au large des côtes qui, pour une raison inconnue, ne savent plus du tout où ils se trouvent. Le problème aussi, c'est qu'ils ont des réserves de carburant pour un certain nombre d'heures et qu'au bout de 2 heures, ils vont être à bout de carburant. Donc, s'ils volent beaucoup plus longtemps, les réservoirs vont se vider. Donc là, on passe à une situation d'urgence absolue. Ce 5 décembre 1945, la tour de contrôle enregistre un ultime message. On y entend le lieutenant Taylor, paniqué, demander à ses hommes de se préparer à un amérissage d'urgence. On se pose sur la mer tous ensemble, c'est bien compris? Il est 19h05, quelque part au large de la Floride. Ce sera le dernier signe de vie de l'escadrille 19. Le contact radio est brutalement coupé. À la base, on décide d'organiser une mission de secours. On envoie en fait un gros hydravion, qui est un Mariner. C'est un avion énorme, qui a une envergure de 38 mètres, avec tout à bord pour les secours, des canots gonflables, etc. Et il y a 13 hommes à bord. Mais alors que l'appareil décolle, vers 4 heures du matin, avec ses 13 hommes d'équipage, pour des raisons totalement inexpliquées, l'hydravion militaire va mystérieusement disparaître à son tour
des écrans radars. D'après le témoignage d'un navire qui était dans la région, il y aurait eu une explosion dans le ciel. Ce qui est encore plus étrange, c'est pourquoi aurait-il explosé à l'endroit même exact où l'escadrille aurait disparu. Au lendemain de cette énigmatique série de catastrophes, la marine américaine décide d'envoyer sur place une flotte entière de navires et des centaines de plongeurs. Cependant, elle va devoir faire face à une étrange situation. La marine veut comprendre ce qui s'est passé et aussi retrouver ses hommes. Donc ils vont passer au peigne fin près de 900 km² d'océan. Pendant 5 jours, on ne retrouve rien. Rien de rien. Quelle est la probabilité pour que 5 avions et un énorme hydravion Mariner qui est super équipé disparaissent en même temps et pratiquement au même endroit? C'est impossible, enfin, c'est complètement fou. Pour quelles étranges raisons le vol 19, mais aussi l'hydravion allant à sa recherche, ont-ils disparu sans laisser aucune trace? Les scientifiques commencent à essayer d'amener des explications. Alors, est-ce que c'est peut-être un problème de perte de carburant? C'est peut-être la nuit? On parle même d'une erreur de jugement du lieutenant Taylor. Il va y avoir une enquête, évidemment, qui a été faite par les militaires et de très près. À la fin, on dira que les causes du crash, c'est absolument inconnu. Il y a quand même un truc complètement fou, c'est que comment est-ce que sur 5 appareils, 5 avions volant dans cette zone, toutes les boussoles ne fonctionnaient plus? C'est une probabilité invraisemblable. Un autre témoignage est assez troublant. Un navire qui se trouvait dans la zone au moment du survol de l'hydravion a vu une lumière étrange dans le ciel suivie d'une explosion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Encore aujourd'hui, des familles des disparus accusent l'US Navy d'avoir voulu étouffer l'affaire. Car très vite, une inquiétante rumeur voit le jour. Certains prétendent qu'une partie des retransmissions radio entre le lieutenant Taylor et la base n'aurait jamais été rendue publique. On raconte que dans ses messages, le lieutenant Taylor dit qu'il est entré dans des eaux blanches, mais on ne sait pas de quoi il parle. Taylor aurait dit que tout était bizarre autour de lui, tout était étrange et que même la mer semblait bizarre. Et il supplie la base de ne pas envoyer de secours parce qu'il, et là ça coupe. On ne saura jamais ce qu'il voulait dire. Ce que dit le lieutenant Taylor au moment où il a été coupé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'avion de secours qui a été les chercher, il a aussi disparu. Si cette série de disparitions étranges pose encore autant de questions plus de 70 ans après les faits, c'est qu'elle s'est déroulée dans l'un des endroits les plus mystérieux et les plus terrifiants de la planète. Le triangle des Bermudes. Là où le mystère s'épaissit, c'est que l'endroit où l'escadrille et l'hydravion ont disparu a très mauvaise réputation. Il y a beaucoup d'histoires bizarres et de légendes qui circulent sur ce secteur. Le triangle des Bermudes est une zone de 1 million de mètres carrés entre Miami, Porto Rico et les Bermudes, dans lequel il se passe des choses vraiment bizarres. Il y a 500 ans déjà, Christophe Colomb disait lui-même qu'il se passait dans cette zone des phénomènes inexpliqués qu'on observe nulle part ailleurs. On le surnomme bien sûr le triangle du diable. Parce que c'est diabolique ce qui se passe là. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'autant de navires, qu'autant d'aéronefs aient pu disparaître depuis des siècles à cet endroit-là, dans des circonstances absolument incroyables? Car si la disparition du vol 19 reste l'un des faits les plus marquants du triangle des Bermudes, d'autres événements, tout aussi inexpliqués, ont alimenté sa sinistre réputation et forgé sa funeste légende. Ça s'est passé en 1948. C'est un avion qui quitte Porto Rico avec 40 personnes à bord. Au moment où il doit se poser, il reçoit les instructions comme quoi tout va bien, il aperçoit la côte et il se volatilise. En février 1978, il y a un avion qui allait se poser sur un porte-avions. Au moment où il allait se poser sur le porte-avions, il disparaît. Il émet un signal d'urgence de détresse et puis il disparaît sans laisser aucune trace. Ce qui est très bizarre, c'est que les sièges éjectables des pilotes étaient équipés de balises pour les localiser, mais elles n'ont pas été activées. Pourquoi? Mystère. En tout cas, on n'a jamais rien retrouvé, ni pilote, ni avion. Plus récemment, vous aviez un avion avec 12 passagers à bord qui va décoller, et juste après, quelques minutes après, aucun appel de détresse, rien du tout, on ne le reverra jamais. Si au cours du XXe siècle, plus de 90 disparitions d'avions totalement inexpliquées ont été recensées, des navires, mesurant parfois plusieurs centaines de mètres, ont eux aussi disparu dans des conditions étranges.
On comptabilise quand même près de 40 bateaux qui ont disparu. Et ce qui est vraiment toujours étrange, c'est que ces bateaux disparaissent sans avoir le temps d'émettre un signal de détresse. En 1918, l'USS Cyclops, un gros navire charbonnier américain, disparaît avec 309 hommes à son bord. On l'a jamais retrouvé. Second cas incroyable, c'est en 1963, c'est le Marine Sulphur Queen, qui est un bateau quand même de 154 mètres, avec 39 personnes à bord, qui aussi va disparaître. Le dernier cas remonte à juin 2000 avec un bateau qui s'appelle le Hobby Commander et qui disparaît avec 125 hommes à bord. Pareil, comme les autres, évanoui dans la nature, il disparaît, il se volatilise, on ne sait pas où il est. Alors comment expliquer la mystérieuse disparition du vol 19, tout comme celle de centaines d'avions et de bateaux dans l'inquiétant triangle des Bermudes? Certains scientifiques avancent un début d'explication. Le triangle des Bermudes est une zone connue pour ses ouragans. Il y a des tempêtes très soudaines et violentes qui se déclenchent dans ce secteur. On peut avoir des vagues colossales aussi, qu'on appelle des vagues scélérates, qui peuvent mesurer plusieurs mètres de haut. Ça peut faire entre 8 et 10 étages, pour les plus grandes. Ça peut vous trouer un bateau. On sait aussi que les fonds marins dans ce secteur sont riches en hydrocarbures. Donc si les gaz, tels que le méthane, remontent à la surface, ça pourrait peut-être expliquer certaines explosions en plein vol. Toutes ces explications-là ne peuvent pas expliquer la panne des tableaux de bord de l'escadrille 19. On peut amener toutes les explications qu'on veut, aucune explication ne marche. Autre fait troublant, de nombreux autres phénomènes inexpliqués ont été rapportés dans cette zone. Mais le mystère demeure sur l'origine exacte de toutes ces catastrophes. Là, il y a un cas aussi absolument incroyable. Il y a un Boeing de l'US Air Force qui se rend vers la Floride. Et en fait, les opérateurs de la tour de contrôle, qui sont sur leurs écrans, se rendent compte que, depuis un moment, ce Boeing n'avance pas. Les pilotes pensaient avancer, sauf que le radariste, voyait qu'il faisait du surplace. Pendant 1 heure, cet avion n'a pas bougé. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment un avion aussi énorme, avec 4 réacteurs, a pu faire du surplace pendant 1 heure au même endroit. Pour tenter d'expliquer ce phénomène, certains ont avancé l'idée de champ magnétique, sauf qu'aucune mesure faite sur place ne l'a jamais prouvé. Il y a une dernière hypothèse, on va dire, qui est l'hypothèse des ufologues, ces gens qui s'occupent de ces objets volants non identifiés. Parce que dans ce périmètre du triangle des Bermudes, on a beaucoup d'observations de choses non conventionnelles, de lumière non conventionnelle, donc d'objets volants non identifiés. Et ce serait éventuellement les ovnis qui auraient un pouvoir sur les champs magnétiques de la région et qui pourraient créer les dérèglements sur les tableaux de bord, sur les boussoles, etc. Champs magnétiques, vagues géantes ou présence d'objets volants non identifiés. Si rien aujourd'hui n'a permis d'expliquer ces disparitions, certains prétendent que les eaux du triangle des Bermudes abriteraient une partie du mystère. On dit que depuis toujours, dans cette zone, il y aurait sous les eaux les vestiges d'un continent perdu qui s'appelle celui de l'Atlantide. Et ces Atlantes, visiblement, selon certains témoignages, possédaient une technologie qui serait encore à l'œuvre et qui déréglerait tous les instruments de bord des bateaux et des avions. Les partisans de cette théorie s'appuient sur les prophéties d'un célèbre mystique et médium américain des années 40, appelé Edgar Cayce. Mais ce qui est très étrange, c'est que dès les années 40, Cayce va faire une prédiction. Il va dire que dans les années 68-69, on va trouver une preuve de ce continent, de cette Atlantide. Et évidemment, à l'époque, tout le monde le prend pour un fou. Une civilisation mystérieusement disparue serait-elle à l'origine des tragédies inexpliquées du triangle des Bermudes? En mai 1968, l'étrange découverte de 2 plongeurs va relancer la plus incroyable des théories. Un scientifique appelé Mason Valentine, accompagné d'un plongeur nommé Dimitri Rybikov, découvre un alignement de roches très étrange sous l'eau. Ça forme une sorte de route, une forme de chaussée, qui mène nulle part d'ailleurs. En tout cas, semble-t-il, ce sont les vestiges de quelque chose de construit de la main de l'homme. Cette route qui fait 700 mètres de long et qui se trouve à 8 mètres sous les eaux, se trouve où? Au large des côtes de Bimini. Pour beaucoup de scientifiques, ces pierres sont donc une curiosité naturelle, alors que pour certains autres, ils pensent que Edgar Cayce avait raison et que ces vestiges sont vraiment les restes de l'Atlantide. Et ça encore rajoute du mystère au mystère, du rêve au rêve, de l'incroyable à l'incroyable. Ce qu'on a trouvé au large des îles Bimini, c'est peut-être la clé de l'énigme. Personne ne le sait. Encore aujourd'hui, le mystère reste absolument entier. La mystérieuse route de Bimini serait-elle le vestige d'un continent englouti, responsable de nombreuses disparitions? Seule certitude, le 5 décembre 1945, les îles Bimini étaient inscrites noir sur blanc sur le plan de vol de l'escadrille 19.
74 ans après l'étrange tragédie du vol 19, des recherches se poursuivent pour tenter de résoudre l'un des plus grands mystères du triangle des Bermudes. À ce jour, aucun des 5 bombardiers n'a encore été retrouvé. Les 14 membres de l'escadrille et les 13 militaires partis à leur secours sont toujours considérés comme portés disparus.